BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir que de vous retrouver. Bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, vous le savez, avec en exclusivité dès le vendredi midi, le podcast audio avec en plus le petit module bonus. Et puis, en plus de cela, vous le savez, sur la chaîne YouTube de Tech Co et le week-end, bien évidemment, à la radio, à la télé, sur BFM Business. Avec, pour ce De quoi je me mêle, un immense club de la presse IT. Il y a beaucoup d'actu. On va en parler avec nos invités que vous connaissez, bien évidemment, qui font partie de la famille de quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et oui, un club de la presse IT de rêve, les amis. C'est pour moi Noël avant l'heure. D'un côté, Mélinda Davansoulas. Salut Mélinda. Salut François, salut Anto. Voilà, la plus bronzée d'entre nous. Cela dit... Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Le problème, c'est qu'on est un peu... Enfin, moi, je suis très palo. Voilà. Donc, voilà. J'ai une petite base, faut avouer quand même. Et là, voilà, c'est ça. Mais écoutez, t'as bien profité, t'as bien raison, c'est cool. Et Anthony Morel qui est là. Salut Anthony. Salut François, salut Mélinda. Que vous retrouvez bien sûr tous les matins sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC et RMC Story. Une actu, bouillonnante, j'ai envie de dire. Il y a plein de sujets sympas. Alors, des sujets, on va dire, un peu qui vont nous replonger dans nos souvenirs, mais aussi pas mal de choses, on va dire, dans l'actu brûlante. On parlera tout à l'heure de lunettes connectées. On a testé avec Mélinda aussi la nouvelle Sonos Arc Ultra, et on vous dira un petit peu ce qu'on en pense. Mais pour débuter, les amis, un anniversaire et non des moindres. C'est sans doute, je pense, l'un des anniversaires le plus important de cette année, en tout cas dans le monde de la tech. C'est les 30 ans de la PlayStation. Waouh! Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Alors là, ça m'a foutu un coup de vieux énorme, faut être honnête, mais ouais, c'est fou. Ouais. Et alors, petit teasing, vous pouvez retrouver un multijoueur spécial que tu présentes bien sûr chaque semaine, Mélinda, sur les 30 ans de PlayStation avec des invités au top là aussi. On a Marcus qui est animateur emblématique du jeu vidéo, et Jean-François Maurice qui s'occupait à l'époque de PlayStation Magazine quand la PlayStation a été lancée. Mais oui. Voilà, notamment qui est un éminent journaliste jeux vidéo. Et tu vois, je l'ai pas encore regardé ce multijoueur, mais il me tarde de le regarder tranquillement parce que c'est vrai que effectivement là tu as vraiment autour de toi ceux qui pourront nous raconter un peu cette histoire-là. C'est une plongée dans le passé, dans notre jeunesse à tous. Exactement. Et c'est vrai que la PlayStation, c'est au-delà d'une console de jeu, c'est presque un way of life, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après PlayStation. C'était pas la première console de jeu. Il y en a eu plein d'autres après. Et effectivement, il y avait les Nintendo à l'époque, bien avant. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec cette console, déjà avec une qualité graphique qui était formidable, des jeux incroyables qui renouvelaient un peu le genre. Bien sûr. Moi, je trouve à l'époque. Et c'était vraiment la première claque qu'on a pu avoir télévisuelle, quoi. Oui, mais c'est la console un peu de la maturité. C'est-à-dire qu'en effet, avant, le marché, c'était Nintendo, console très familiale. Vous avez Mario, tout le monde joue. On joue entre soi, mais c'est un jouet. La console de jeu, c'est pas les Commodore du début, c'est pas des jeux un peu plus sérieux sur les ordinateurs. C'est pour les enfants, surtout, c'est ça. Sega était arrivé avec sa Mega Drive, qui était un petit peu plus adulte déjà. C'était un peu les ados. C'était les ados. On était les ados, on avait des jeux un peu plus rebelles. Sonic était beaucoup plus rebelle que Mario pour schématiser. Et puis arrive la PlayStation. Alors là, comme tu dis, on passe un niveau au-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'on est avec des graphismes en 3D. Alors, il y a eu la Saturn juste avant de Sega, qui est sortie juste un petit peu avant, très très cher, et qui proposait de la 3D aussi, mais Sony arrive... après la Dreamcast aussi, qui est une console incroyable. Juste avant la Dreamcast, la Dreamcast arrive après, mais c'est toute cette génération, génération 3D qui arrive et qui va, de fait, en ayant plus de puissance, plus de place avec les disques plutôt que les cartouches, amener des nouveaux jeux. Et souvenez-vous, soudainement, il fallait qu'on apprenne à jouer en 3D. Moi, je me souviens très bien la première fois qu'on a eu, parce qu'elle sort en décembre 94 au Japon, mais nous, on n'attend que septembre 95 normalement en France pour la voir. Et ma maman avait son meilleur ami qui allait au Japon régulièrement. Donc,
Donc, dans la valise. Donc, dans la valise, il y a eu une petite PlayStation, voilà, avec des jeux en japonais où je ne comprenais rien. Avec mon frère, on appuyait sur les boutons vaguement pour comprendre ce qu'on faisait. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, les consoles étaient zonées. Ouais. On ne pouvait pas utiliser tous les jeux, on ne pouvait pas les acheter n'importe où. Si tu achetais un jeu européen et que tu le mettais dans une console japonaise, ça ne marchait pas. Pour les jeux de baston, ça passait parce que globalement, tu choisissais ton personnage, tu commençais à tataner, ça va. Tu vois, sur Tekken, ça fonctionnait. Voilà. Sur un RPG, un peu plus compliqué. Ouais, il a fallu switcher la console. C'est pas bien, faut pas le dire, mais il a fallu switcher la console après. Il y a prescription, ça va. Il y a prescription. On vivait une époque quand même de dingue, où en fait tous les éditeurs, tous les constructeurs mettaient des bâtons dans les roues, en fait zonés. Je sais pas si vous vous souvenez même des DVD. Il y avait des DVD qui étaient zonés. Tu pouvais pas lire un DVD qui venait des États-Unis en Europe. Quoi. Alors pour la Play, je pense pas que tu avais ça, mais pour la Super Nintendo, tu avais l'adaptateur où tu pouvais jouer avec les jeux de Super Famicom. Moi aussi, j'ai toujours t'avais la Super Famicom donc au Japon, Super NES en Europe et aux États-Unis, et donc tu pouvais avec un petit adaptateur jouer aux jeux de n'importe quel pays. Ce que tu pouvais faire. Mais alors sur la Play, effectivement, c'était une manip pour le coup. Un peu piratage. Voilà, c'était un peu du bricolage pour le coup. Il fallait un coup de soudure, non, je crois, dedans. Il y avait pas un truc comme ça. Je sais pas. Avec mon frère, on l'avait fait faire en priant pour qu'elle marche encore. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est un peu comme quand tu jailbreakais ton iPhone. Tu sais, t'avais quand même une prise de risque. Ouais, c'est ça. T'étais content derrière, mais après, c'était tellement un nouvel univers. C'était autre chose, les jeux. Il fallait apprendre à se repérer dans un espace virtuel. Aujourd'hui, c'est d'une banalité confondante, mais la première fois qu'on a pu tourner autour d'un personnage, c'est faire en sorte qu'il aille pas dans un mur, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire. Puis les jeux qui arrivaient, moi j'ai des souvenirs du Resident Evil à l'époque, le premier, mais on jouait dans le noir parce que ça nous faisait triper, mais t'avais vraiment la trouille. On avait vraiment la trouille, mais ça amenait une autre gamme de jeux, et ça amenait finalement des jeux beaucoup plus matures, beaucoup plus adultes, et c'est vrai que c'est ce qu'ils disent très bien dans l'émission, soudainement la console est devenu un objet de la maison, un objet qu'on pouvait mettre dans le salon, quelque chose de techno. C'est devenu un objet techno, en fait, la console de jeu, et plus le jouet dans lequel on a un peu investi de l'enfant. Et puis c'était Sony surtout. C'était l'arrivée d'un géant de l'électronique qu'on n'attendait pas dans ce domaine-là. Un peu par accident en plus, parce qu'à la base, ils travaillaient avec Nintendo et ils devaient faire une sorte de lecteur CD pour la future console de Nintendo. Finalement, ça s'est pas bien passé. Nintendo s'est tourné vers Philips, l'a annoncé lors d'un CES d'ailleurs, il me semble. Et donc Sony a vu ça comme une forme de trahison. Ils ont dit c'est pas grave, on va sortir notre propre console. Ils ont vexés. Ils étaient très vexés. Et tout le début tout le début de la PlayStation, de l'histoire de la PlayStation, vient de cet affront fait par le voisin. Parce qu'il faut quand même voir que c'était deux entreprises japonaises qui devaient travailler ensemble. Et finalement, ils se tournent vers Philips. Qui était un Européen. Et la fameuse console CDI. Souvenez-vous, ce lecteur qui est le seul à avoir eu des jeux Nintendo, quand même, qui a eu des personnages Nintendo, qui devaient être le fruit d'une association PlayStation, Philips, Nintendo. Soudainement, PlayStation se retrouve un peu tout seul. Et tous les personnages sont faits comme ça. Crash Bandicoot, le personnage qui est créé pour être vraiment irrévérencieux à l'encontre de l'anti-Mario. Et il y a eu même des moments où il y avait un mec déguisé en Crash Bandicoot qui allait sous les fenêtres de Nintendo, en gros pour dire « Hey Mario, t'es où? Je t'attends ». Enfin, on était sur un truc délirant. Et tout est fait vraiment pour aller contre Nintendo. Et c'est ça qui est drôle. La manette est pensée. Et c'est pour ça qu'on a croix, triangle, rond, carré, pour justement dire, nous on met pas des lettres comme les autres, on fait une autre manette, on fait une manette avec 2 poignées, donc c'est ça qui est génial. Non mais c'est vrai, et puis c'est vraiment, il y a le côté Madeleine de Proust vidéoludique, moi ça a marqué mon adolescence, c'était ça, je vais avoir quand elle est sortie, je sais pas, 11 ou 12 ans, et alors moi j'étais dans la team un peu loser, parce que moi j'étais team Sega, donc j'ai fait toutes les consoles Sega, donc j'avais la Master System, la Game Gear, la Mega Drive, non mais alors moi tu vois, j'avais investi mes deniers dans la Mega Drive. Moi j'adorais, et j'étais persuadé, je disais à tous mes copains, non mais vous inquiétez pas, c'est la Saturn qui va gagner, c'est la Saturn. Bon, j'ai pas parié sur le bon cheval, on va le dire comme ça, mais je l'avais pas, j'avais la console de la génération d'avant, mes parents voulaient pas m'acheter la console, la dernière console, ça coûtait un peu d'argent et tout, donc j'avais des copains qui avaient la Saturn, la PlayStation. Moi je croyais beaucoup à la Saturn, et j'aimais beaucoup en plus, y compris le design, la manette et tout ça, mais bon, quand même j'allais chez les copains jouer à la Play, et je revenais des étoiles plein les yeux je jouais sur ma Mega Drive en rentrant, et j'étais dégoûté, quoi, tu vois, j'avais qu'une envie, c'était de retourner jouer. Alors
notamment. Compris très vite que finalement la partie allait être gagnée par. Bien sûr. Face à la Saturn, c'est quand chaos. tu voyais les jeux, enfin la qualité des jeux. Alors tu t'évoquais Resident Evil. Moi aussi, j'ai fait les parties dans le noir où tu flippais pour de vrai pour la première fois. Tu avais vraiment peur, qui était une sensation que tu ne connaissais pas avec le jeu vidéo jusqu'ici. Tu vois. Là, tu avais vraiment la trouille. Et c'est vrai que quand on regarde avec le recul, maintenant, t'as l'impression que c'est des gros pixels, des machins et tout. Mais à l'époque, c'était une telle révolution d'avoir ces jeux en 3 dimensions qui étaient extrêmement réalistes que forcément, ça le faisait. Moi, le jeu qui m'a le plus marqué, tiens, on le voit à l'instant pour ceux qui nous regardent, c'est Final Fantasy VII, qui est un chef-d'œuvre absolu. De toute façon, ça, je pense que c'est reconnu par tout le monde, avec un univers absolument. On est dans l'univers des Final Fantasy, mais avec l'aspect 3D, une histoire qui était extraordinaire. Et ça, c'est pareil. Moi, je jouais chez mes copains, je les voyais, ils parlaient à la récré de leur chocobo, de leur machin. Et moi, j'étais donc j'étais un petit peu dégoûté. Et après, donc, t'as craqué quand même. Après, à la fin, j'ai fini par craquer, bien sûr. Mais Parce que tous les jeux donnaient tellement envie, tu vois, les Tomb Raider même. Voilà. Mais tu parles de Final Fantasy. Final Fantasy permet le 7. C'est le premier jeu qui lance vraiment l'ère de la cinématique. C'est-à-dire que soudainement, on avait une console qui était assez puissante pour avoir de la cinématique. Bien sûr, parce qu'elle stockait en fait des vidéos sur son CD. Mais t'avais plusieurs CD, par contre. Ouais, t'avais plusieurs CD, mais on pouvait avoir de la musique sur cette console. Elle lisait aussi, souvenez-vous, elle lisait CD musique. Après, les suivantes ont lu les DVD et tout. Mais là, on avait des jeux avec des cinématiques. Alors, on rigolait parce qu'à l'époque, on se disait « Oh, les cinématiques sont magnifiques, dommage que le jeu soit plus comme ça ». Aujourd'hui, ça coule de source. Mais c'était une révolution. Moi, je me souviens que Final Fantasy, de voir soudainement un film animé, le jeu devenir un film animé, c'était fou. C'était fou. Mais tu parlais des choses dingues, les courses de bagnole. Wipeout ou Ridge Racer. Là, on avait la sensation d'être... Alors, c'est pareil, ou Gran Turismo, le premier, on avait l'impression d'être vraiment au volant, d'avoir des effets de lumière. Aujourd'hui, 30 ans après, ça fait rigoler, mais sur le coup, on était tous subjugués. Ouais, et puis en plus, il y avait une notion de gravité dans Wipeout qui était incroyable. C'est-à-dire que c'est un jeu qui était d'une fluidité folle pour l'époque. Voilà, rappelons qu'on est il y a 30 ans, quoi. Il n'y avait que les jeux arcade qui arrivaient, des bornes arcade, qui arrivaient à un tel niveau de qualité. Et soudainement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rentrer ça à la maison. Il n'y a plus besoin. Ça a aussi sans doute contribué à finir d'achever les salles arcade. Mais ces jeux-là, on n'y croyait que dans les salles arcade. Tekken aussi est un jeu qui a profité de la PlayStation pour vraiment sortir des salles d'arcade. Moi, j'y jouais en arcade justement à Tekken. Mais Tekken, on a tous commencé en arcade. Et là, le fait de le retrouver à la maison, effectivement, c'était un petit miracle, quoi. Tu te disais, c'est pas possible d'avoir cette puissance-là dans un petit boîtier comme celui-là. C'est vrai que Sony a fait beaucoup de mal à Sega, qui était à l'époque. Ça a été le début de la fin. Beaucoup plus à Sega qu'à Nintendo. C'était quand même un gros acteur de la console de jeu. Bien sûr. C'était un gros acteur, l'acteur principal de l'arcade. Et c'est vrai que la PlayStation. Ça les a. Oui, parce que en plus, alors après, ils sont pas disparus. Ils sont positionnés sur des grosses salles d'arcade avec des. Oui, mais bon, ils ont eu la Saturn qui a été un semi-échec commercial, on va le dire comme ça, et la Dreamcast, pareil, alors, qui maintenant, curieusement, est adorée de tous les rétro gamers. La Dreamcast, c'est une des consoles les plus prisées. C'est une très bonne console. C'est une très bonne console. Il y avait des jeux absolument formidables sur la Dreamcast. Moi, je m'étais acheté une Dreamcast. Mais à l'époque, tu l'as toujours ou pas ? Je crois que je l'ai toujours. Parce que c'est assez collector maintenant, les Dreamcast et les jeux de Dreamcast. Enfin voilà, Virtua Tennis. Moi je me souviens de parties sur Virtua Tennis sur Dreamcast. C'était incroyable. Je pense que là ça fait vraiment discussion un petit peu, tu sais, de pas de vieux, mais de. On a connu cette époque en même temps. Franchement, moi c'est mon adolescence. Je pense que la Dreamcast, aujourd'hui, elle a ce regain d'intérêt. Faut se souvenir qu'à l'époque, en effet, elle arrive après la PlayStation, qui écrase tout au niveau aura. Et je pense qu'elle suit la Saturn, et il y a ce côté, non, c'est plus assez bien. C'est-à-dire que quand tu veux être hype à la fin des années 90 et que tu es vraiment tendance et que tu as tout compris aux jeux vidéo, tu as une PlayStation. Ouais, tu as une PlayStation. Et finalement, la Dreamcast, elle a eu ce procès d'intention d'être l'héritière de Sega qui était en perte de vitesse. Nintendo, ils sont restés sur leur créneau. Et aujourd'hui, ils le sont toujours. Et je pense qu'ils étaient tellement aux antipodes de PlayStation que finalement, ils étaient presque à l'abri. Sega, qui jouait un peu sur les deux tableaux, non. Il fallait pas. Puis après, tu as Microsoft qui est arrivé et qui a scellé l'histoire. Aux 30 ans de Microsoft, on en parlera, mais qui a amené tellement d'innovation derrière. Non, mais bien sûr, c'est clair. Mais c'est vrai que la Dreamcast, elle avait aussi ce positionnement beaucoup plus arcade, en fait. Et c'est ça qui était formidable. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'avais cassé mon PL à l'époque. On pouvait acheter des pistolets. Mais oui, le jeu avec les flingues. C'était Virtua, comment ça s'appelait déjà j'ai que ce jeu en tête. Qui était incroyable. C'est-à-dire que tu te retrouvais, alors tu installais toute une pagaille sur
sur ta télé, des capteurs infrarouges. C'était vraiment du bricolage. Mais tu te retrouvais avec la sensation de l'arcade, de Virtua, je sais plus quoi, Fighter. Non, c'était pas Fighter, mais c'est un truc, ça sonne un peu comme ça, je crois, non ? Je l'ai plus maintenant. Enfin voilà, et donc tu te retrouvais avec des pistolets qui étaient un peu futuristes. Ah, bien sûr. Et voilà, et c'était des sensations incroyables. Et c'est dommage parce que je pense que c'est pour ça qu'il y a un regain d'intérêt pour la Dreamcast. Virtua Cop. Virtua Cop. Ouais. Incroyable. Et c'est pour ça je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour la Dreamcast parce que c'était aussi la nostalgie des jeux d'arcade de l'époque. PlayStation, c'est un peu désolidarisé assez vite. Alors il y avait Ridge Racer, etc. Mais voilà, Dreamcast faisait des accessoires un peu fous pour que tu trop produises ta borne d'arcade, quoi. C'est ça qui était un peu rigolo. Non, puis tu avais vraiment une nouvelle génération de RPG. Tu pouvais jouer à tous les RPG japonais. Alors il y en avait déjà évidemment sur la Super NES, sur la Mega Drive. Moi j'ai joué des heures, des dizaines d'heures à Landstalker, Light Crusader, Thor, Soleil, enfin tous ces jeux-là qui vont parler à tous les fans de RPG parce que c'est des grands classiques maintenant. Bien sûr. Mais tu as eu aussi Alundra, les FF7, tu avais Final Fantasy Tactics aussi dans un genre un petit peu différent sur du tactical RPG. Enfin c'était des trucs en fait qu'on connaissait pas quoi, en Europe qui arrivaient. T'as eu aussi tous les comment ça s'appelle, les trucs de Akira Toriyama. J'ai que ce nom là en tête. De quoi, les Dragon Ball? Oui, mais non, Dragon Ball et Dragon Quest, voilà, exactement. Donc vraiment des chefs-d'œuvre, mais une pelletée de chefs-d'œuvre, des jeux qui sont vraiment restés dans l'histoire et auxquels tu peux jouer aujourd'hui sans aucun problème, quoi. Mais on va en rire parce que tous ces jeux-là vont avoir 30 ans, en fait. Parce qu'en fait, entre 96 et 98, le temps que la console soit vraiment installée, donc elle arrive aux États-Unis et en Europe en 95, et tous les autres jeux, les Tomb Raider, tous ces héros-là, en fait, Gran Turismo, Tomb Raider, Final Fantasy, c'est entre 96 et 98. Tous ces jeux-là vont avoir 30 ans, là. Donc là, on va rentrer dans un cycle, on va se dire, souvenez-vous, tel héros, mais ça a changé beaucoup de choses. Tomb Raider a changé énormément de choses. Tomb Raider qui était un jeu à l'origine pour la Saturn. Ouais, c'est ça qui est dingue. Eh oui. C'était déjà la guerre des licences. C'était déjà ça. Et alors, toi, tu te souviens de quel jeu sur la PlayStation, tes premiers jeux, tes premiers émois, jeux vidéo? Hormis Resident Evil, moi j'ai Tomb Raider. Enfin, Tomb Raider, c'était drôle. Au-delà du fait que c'est vrai que pour une fois on jouait une héroïne et que c'était drôle et que on peut en dire ce qu'on veut aujourd'hui, le look qu'elle avait à l'époque faisait marrer tout le monde. Tomb Raider, c'est vraiment la découverte des jeux comme ça, d'aventure, d'action. Moi j'adorais Tomb Raider. Je les ai tous faits. C'est vrai que c'est assez banal de dire ça, mais moi c'est un jeu qui m'a vraiment marqué à l'époque. C'est un classique. Hein. Toi, François, c'est quoi C'était Wipeout. Wipeout, parce que je trouvais qu'il y avait une vitesse, mais tu sortais de ce jeu, t'étais comme ça, tu tremblais dans tous les sens, parce que en fait vraiment tes réflexes étaient mis à rude épreuve. Il y avait Ridge Racer, qui était un jeu que moi j'adorais, qui était déjà qui était en arcade, et tu te retrouvais sur ta grande télé avec Ridge Racer. Bon alors t'avais pas le volant, mais tu pouvais acheter des volants, des machins, des trucs et tout, mais c'était Namco, la classe de Namco, et après moi c'était Metal Gear Solid. Metal Gear, l'intro du premier. On a pu ne pas le mentionner. Qui était un jeu, mais qui était incroyable. Là aussi, des sensations dans Metal Gear Solid qui étaient dingues. Mais il y a des jeux. Voilà. Bon, enfin tout ça, c'est vrai que le temps passe, les amis. Ça, c'est un vrai bout d'histoire de technologie. Quand vous vous rendez compte que bintôt on va fêter aussi les 30 ans de la Nintendo 64. Bien sûr. Avec des jeux. Là aussi des souvenirs. Comment s'appelle le jeu de James Bond? GoldenEye, qui est ressorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est que le GoldenEye à 4 avec les potes. Oh là là. C'est tellement incroyable. C'est dingue. Et je pense que en fait Nintendo a sorti GoldenEye pour concurrencer PlayStation. Je pense que si Sony n'avait pas sorti PlayStation, c'est vrai que GoldenEye est un jeu improbable sur GoldenEye ne serait pas sorti sur Nintendo en fait, parce que c'était vraiment la bataille en fait, malgré tout, même si c'était tous les deux sur des segments, c'était GoldenEye est un jeu qui aurait pu sortir sur PlayStation complètement. En fait. Et tout ça est très intéressant. Enfin voilà, le multijoueur pour vous replonger pendant une trentaine de minutes. Oh là là, on a fait beaucoup plus long. Vous avez fait beaucoup plus long. On a fait plus long. La PlayStation méritait. Mais et puis en plus avec Marcus, que j'adore. Donc n'hésitez pas, c'est sur la page YouTube de Tech & Co, tout simplement, où vous retrouvez d'ailleurs ce de quoi je me mail. Allez, on revient en 2024 et peut-être même se projeter pour le début de l'année 2025. Alors vous le savez, on l'a dit, on l'a répété, nous aurons la chance tous les trois d'être au CES de Las Vegas. Ça c'est cool. On part tout début janvier pour vous faire vivre ce grand salon. Voilà, j'espère qu'il y aura plein d'annonces. On me dit qu'il y aura pas mal de trucs. Bon, on va voir, on verra. Après, on nous dit ça tous les ans. Voilà, il ne faut pas céder aux sirènes des... L'an dernier c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Franchement, c'était une bonne édition. C'est cool. Et puis toi, c'était le retour au CES. Après
quelques années de... Oui, effectivement, ouais, c'est ça. Donc ça, c'était cool. Ouais. Et donc... peut-être qu'on aura des news de produits Samsung. Alors, on aura sans doute peut-être des nouvelles télés, puisque c'est vraiment le CES. Des frigos, des télés. Des écrans et des télés. Des frigos connectés, ça c'est sûr. Mais très vite après, durant le mois de juillet, va arriver un autre événement. Janvier, tu te projettes. T'es trop loin en 2025. Ouais, février, c'est la MWC. Mais janvier, c'est vrai, fin janvier, on devrait avoir le Impact, qui est le grand rendez-vous Samsung, avec les Galaxy S25 qui seront présentés. Mais peut-être aussi une paire de lunettes de Samsung. Ça fait un moment qu'on en parle, mais je voulais qu'on y revienne parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment étonné, c'est que on parle de lunettes connectées, mais AR. Et ça, c'est très intéressant, parce que est-ce que finalement, Samsung serait le premier à craquer cette technologie d'avoir en fait des images qui pourraient être projetées sur un verre de lunettes, quoi. Bah, c'est vrai que c'est pas très clair, parce que en fait, les rumeurs qu'on avait sont un peu contradictoires, dans le sens où on a beaucoup dit qu'ils allaient attaquer en frontal Meta et les Meta Ray-Ban, donc avec l'idée d'intégrer finalement de l'intelligence artificielle dans des lunettes qui ressembleraient à des lunettes normales, voilà, mais sans fonctionnalité supplémentaire. Et là, effectivement, ça semble se préciser le fait que, en fait, il y aurait un système de projection directement sur le verre des lunettes d'un certain nombre d'informations. Donc, comme à l'époque les Google Glass, on peut imaginer que ce soit plus sophistiqué évidemment aujourd'hui avec la miniaturisation des composants et avec l'intégration de l'intelligence artificielle, mais on serait peut-être plus proche de ce que Mark Zuckerberg avait présenté avec ses lunettes Orion. Voilà, les fameuses lunettes Orion. Alors, on sera peut-être pas encore à ce niveau-là, parce que Orion, pour le coup, d'après ce que disait Zuckerberg, c'était plutôt un projet à 5-10 ans. Enfin, on n'y était pas encore. Donc, des lunettes holographiques comme il présentait ça. Ça va être intéressant quand même de voir comment ils intègrent cette technologie, parce que autant les Google Glass ça n'a jamais fonctionné, ça ressemblait pas vraiment à des lunettes, il y avait ce côté un peu intrusif aussi, et puis l'intelligence artificielle était pas aussi sophistiquée, donc on pouvait pas contrôler les lunettes comme on pourrait potentiellement les contrôler aujourd'hui. Moi j'ai hâte de voir ce qu'ils ajoutent vraiment comme brique technologique. Qu'est-ce qu'on pourra voir dans ce projecteur? Est-ce que ce sera juste les flèches du GPS quand je me balade dans la rue? Ça paraît l'option de base. Est-ce que ce sera les messages qui s'affichent quand je reçois un SMS, un WhatsApp? Est-ce qu'on aura un affichage tout simplement vert, ou est-ce qu'on aura de la couleur? Enfin, il y a plein de questions, quoi. Ou alors est-ce que je pourrais projeter, comme le font les Vision Pro, tu vois, un écran géant en face de moi qui me permettra de déporter l'écran de mon ordinateur, ou de projeter 2, 3, 4 écrans devant moi. Donc ça, c'est la grande inconnue, mais voilà. En tout cas, ce qui semble certain, c'est qu'ils vont le présenter, ou en tout cas nous le laisser voir à l'Unpacked, et la date de sortie de commercialisation, on parle du 3e trimestre 2025. Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Moi, j'ai l'impression que ça va être un peu comme l'année dernière, le One More Thing, ils aiment bien. Ça redonne un peu d'élan à leurs conférences qui souvent sont un peu horrifiques, on va pas se mentir. Et je pense. Mais alors après, si c'est du niveau de la bague l'année dernière, souvenez-vous, à Unpacked au mois de janvier, parce qu'ils avancent de plus en plus. Bientôt, ça va être pour Noël les présentations. On avait une image. C'est-à-dire que le Unpacked, c'était une image d'une bague et plus d'infos à venir, quoi. Donc c'est un peu du voilà. Moi, sur les lunettes, je suis mitigée parce qu'en fait, souvenez-vous, il y a 2-3 ans, le Mobile World Congress était vraiment le rassemblement de tous les gens qui faisaient des lunettes de réalité augmentée, donc avec plein d'informations. On avait vu les modèles d'Oppo, les modèles de Huawei, les modèles de TCL. Tout le monde y allait avec ses lunettes. On avait même des monocles chez Oppo à l'époque, vous vous souvenez pas de ça? Un monocle avec toutes les infos qui s'affichaient, dont notamment la traduction en direct de la personne qui vous parle. Ah non, mais c'était vraiment une demi-lunette. Les mecs qui veulent remettre au goût du jour le monocle, c'est pas gagné, tu vois. C'est ça. Et le chapeau de fond avec un écran, comme ça, t'as la totale. Souviens-toi, on l'avait eu ça. Oui, c'est vrai, en plus, t'as raison, chez Royal. Oui, c'est vrai, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. On l'avait eu chez Royal. Bah voilà, tu mets t'as la panoplie complète, tu ressembles à un bonhomme de Monopoly à la fin. Mais c'est ça, mais la grande question reste, en effet, comme dit Anthony, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire que c'est Tim Cook qui répète depuis des années que lui, il croit plus à la réalité augmentée qu'à la réalité virtuelle. Et c'est vrai que l'Apple Vision, le Vision Pro est un peu plus proche d'une idée de la réalité augmentée, réalité mixte que de virtuelle. Mais en fait, avec des lunettes, vous faites quoi? Vous affichez quoi? De quoi on a besoin? Les Google Glass, leur vrai problème, c'était la surface affichée. Donc là, il faut voir aussi ce qu'on nous propose comme surface. Est-ce qu'on va nous proposer des tailles de lunettes classiques ou pas? J'essaye de voir si ça va être autre chose que on vous met de l'IA à gogo et puis maintenant, c'est génial, vous pouvez faire de l'IA et avoir les réponses de vos requêtes sur vos yeux. En usage, de quoi on a besoin? Moi, ma vraie question, c'est GPS, de quoi on a besoin? GPS, c'est bien. Si, GPS, c'est génial.
T'as envie d'avoir la carte sous le nez tout le temps ? Ouais, mais si, bien sûr. Tout le temps, pas tout le temps, mais quand on a besoin, tu vois. Oui, non, mais quand on a besoin. Quand on a besoin, ça peut être un outil qui est extraordinaire. Moi, je pense que ça, pour le coup, c'est un vrai usage. Et pour le coup, ils sont pas les seuls à bosser dessus. On avait parlé il y a quelques semaines d'Amazon, tu sais, qui travaille aussi sur des lunettes pour ses livreurs, qui leur permettraient d'avoir le GPS voilà, mais là, il y a un usage. Réel. Oui, il y a un usage. Ah moi, je vais te dire, franchement, quand je pars courir ou j'en sais rien, ou quand tu te balades dans un endroit que tu connais pas, plutôt que de regarder ton téléphone et de l'avoir à la main, avoir le truc qui s'affiche directement dans ton champ de vision, c'est pas mal. T'as des casques de moto qui commencent à arriver aussi avec ce fonctionnement-là. Il y en a de plus en plus. Mais tu vois, on est dans une réflexion d'usage bien précise. Moi, c'est ça, je me dis, j'ai pas envie d'avoir des infos pour avoir des infos. Et les Ray-Ban, par exemple, te permettent de faire appel aux États-Unis, ça arrive en France, à l'IA pour avoir des informations, faire ce qu'on veut. Résultat, qu'est-ce qu'avaient fait les gens ? Ils vous avaient permis de fliquer toutes les personnes qui étaient en face de vous. Ouais, bien sûr. Ça, tu vois, c'est ça, sur les usages. Après, à voir. En effet, si c'est un écran déporté de son smartphone, à voir. T'as ta notification qui apparaît, ça peut être intéressant. J'ai peur qu'on soit vite saoulé. Moi, je suis mitigé. Je me dis, si c'est bien fait, si c'est pas trop intrusif, ça peut être sympa. Tu vois, ça peut être sympa d'avoir des notifs qui apparaissent. Ça peut être sympa voilà, quand tu te perds ou voilà. Mais après, c'est des usages qui sont assez rares quand même, finalement. Pour moi, la clé, c'est est-ce qu'ils réussiront à faire comme Meta, à avoir des lunettes avec la brique technologique en plus, mais que tu peux actionner si tu en as envie. Mais en fait, ça reste fondamentalement une paire de lunettes qui ressemble à des lunettes, qui sont stylées comme des lunettes, comme ils l'ont fait avec Ray-Ban. Ça a été ça le coup de génie de Meta sur ce coup-là, et c'est pour ça que ça fonctionne. Là, le truc, c'est qu'avec les fonctionnalités AR, on peut quand même se douter que ça va prendre un petit peu de place, donc probablement les montures seront peut-être beaucoup plus épaisse. Et quand tu vois comment les Ray-Ban, déjà la monture est épaisse. C'est ça. Donc moi, c'est ce qui me fait peur, si tu veux, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec un truc. Alors, ce sera peut-être pas aussi, on va dire, cyborgesque que les Google Glass à l'époque où tu avais l'impression d'avoir Vegeta dans Dragon Ball avec son petit, tu vois, son petit lecteur de puissance là. Mais est-ce que ça ressemblera vraiment à des lunettes ou est-ce qu'on aura quand même l'impression d'avoir un gros truc électronique sur le nez ? Là, pour le coup, je pense qu'on aura beaucoup plus de mal à en faire un produit mainstream. Pour moi, tout l'enjeu, il va être là. Alors, en plus, Samsung s'associera à Qualcomm et à Google, parce que c'est intéressant. Il faut savoir que Google est en train de développer un OS spécial pour ce type d'objet, à la fois les masques de VR, mais aussi les lunettes, qui s'appellent Google XR. Et ça va être intéressant aussi de découvrir, en fait, derrière ces lunettes-là, il y a tout un écosystème et d'associations intéressantes industrielles. Qualcomm, qui est déjà d'ailleurs dans les méta. Qui fait toutes les puces des lunettes et des casques. Oui, mais là, si on a de la AR, c'est quand même une nouveauté. C'est-à-dire qu'on se retrouvera avec une puce peut-être sans doute plus puissante qui permettrait d'afficher des choses. Et quelle serait la technologie d'affichage ? Donc, il y a plein de questions. Il faut savoir que Google aussi, Samsung est très puissant, en fait, et a un vrai savoir-faire en termes d'affichage d'écran et d'OLED. Est-ce qu'ils n'ont pas mis au point une espèce de, si tu veux, d'OLED transparent qui permettrait d'afficher des choses comme sur des lunettes. Donc franchement, ça peut être intéressant. Comme leur télé. Comme leur technologie télé. Non, mais l'association, elle est géniale. Tu comprends tout de suite que Google va te faire un environnement Android porté essentiellement par Gemini. Ça va être pour l'assistant vocal et pour l'IA. Qualcomm va mettre sa puce comme ils mettent dans tous ces produits-là. Après, je te dis, moi, j'attends de voir par rapport à ce qui existait déjà sur le marché, qui n'avait pas la puissance de frappe de Samsung. Il y a ça aussi. Samsung ou Apple, c'est des gens, quand ils sortent un produit, ça suit derrière. Parce que les exercices en réalité augmentée existaient, enfin les modules existaient déjà sur des verres. Mais ça ne prend pas, donc il faudra voir. Et puis il y a aussi toute la question du retail, de la distribution qui va se poser, parce que c'est des lunettes, ça reste, tu vois, un truc. Alors est-ce que c'est les opticiens qui les commercialiseront ? Comment est-ce combien ? Tu vois, à combien ? Est-ce qu'il faudra les faire à ta vue ? Est-ce que ce sera compatible ? Parce qu'un écran, si effectivement, comme tu le disais, le projecteur était intégré dans le verre, après comment tu fais pour faire ça aussi à ta vue ? Enfin, il y a plein de questions qui vont se poser. C'est pas un produit électronique comme un autre, ça reste aussi un dispositif de santé. Et puis ça va bouleverser évidemment le business des opticiens. Ça, c'est clair. Et on en est qu'au début. Et c'est là où tu as raison, et c'est là où Meta était fort, c'est qu'ils se sont associés à Ray-Ban, donc à Essilor Luxottica, qui a tout un réseau de distribution monstrueux. C'est quasiment leur modèle le plus vendu, enfin en unité de référence. Donc ça, Samsung, il faut qu'il soit malin aussi et qu'il sache avec qui aller. Bon, on va bien voir. En tout cas, il nous tarde d'aller à Las Vegas et de vous raconter tout ce qu'on va pouvoir voir et entendre là-bas avec un dispositif exceptionnel. Les Tech & Co, que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs, quasi en direct
direct, on sera en léger différé vu le décalage horaire, mais voilà. Anthony tous les matins, et tu seras dans Tech & Co bien évidemment, tout comme Elinda. Tu vas nous faire quoi là-bas? Un petit multijoueur. Un petit multijoueur. Spécial matériel forcément. Et bien sûr, De quoi je me mail. Donc ce sera à partir du 4 janvier qu'on y sera, et ça sera la semaine d'après. Voilà, toute la semaine d'après où on sera au CES. On poursuit avec cette fois-ci le test d'un produit qu'on a déjà évoqué ici, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a pu le tester avec Mélinda, et sur le papier, c'est vrai qu'on nous disait, vous allez voir, cette barre de son, elle est révolutionnaire, etc. Là, je parle de la Sonos Arc Ultra, qui a été annoncée il y a quelques temps de cela. Moi, ça fait quelques jours que je la teste. Tu l'as testé aussi. Et je voulais qu'on en parle parce que moi, j'ai un avis assez tranché sur cette barre de son. Parce que franchement, je me suis pris une claque sonore. Vraiment. Ok. Dans le sens où, si tu veux, c'est une barre de son qui est tout à fait normale, qui est assez massive. Comme la Arc précédente. La Arc normale, c'est quand même un truc assez mouse costaud. Mais là, ce qu'il y a de nouveau, c'est que en fait, Sonos a implémenté une technologie. Avec, à l'intérieur, je schématise, ils ont acheté une boîte il y a quelques années de cela, qui intègre comme un caisson de basse dans la barre de son. Ouais. Et ce qu'il y a de fou, c'est que moi qui suis, vous le savez, un accro à Sonos, j'ai plein de produits Sonos chez moi, je me suis dit, tiens, là, on va voir si véritablement la promesse est tenue. J'ai débranché mon caisson, et j'ai remplacé ma barre de son Arc Ultra, alors qu'avant, j'avais une Beam, si tu veux, et 2 enceintes arrière Sonos One, parce que j'ai un petit système home cinéma. Et j'ai vraiment été bluffé parce qu'on se retrouve avec une patate incroyable, et j'avais l'impression parfois que mon caisson de basse était branché en fait. Ah ouais. Alors qu'il était débranché. Ouais. Donc c'est intéressant si on n'a pas envie d'avoir un appareil supplémentaire. Évidemment, ça remplacera pas le caisson de basse, mais malgré tout, ce qu'on reprochait peut-être aux barres de son, qui était le manque de basse, parce que effectivement c'est un long produit assez compact, etc. La Sonos m'a bluffé en faisant circuler de l'air d'une manière qui doit être assez nouvelle et avec des algorithmes qui font que on a des basses, et c'est vraiment impressionnant. Et dernière chose, le Dolby Atmos là-dessus, c'est incroyable, et surtout la musique que je peux enfin tester, parce que pour tout vous raconter, j'avais une Sonos Beam à l'époque, quand je vais rendre la Sonos Arc, je me retrouve avec ma Beam qui n'était pas compatible Dolby Atmos parce que j'avais la première version, et là tu te retrouves avec une immersion incroyable, franchement. C'est bluffant. Alors je suis comme toi, parce que moi j'ai une Sonos Beam normalement première génération, j'ai testé la Arc Ultra, et tu vas voir le retour en arrière, il est assez violent. Je suis assez d'accord avec toi, j'ai des avis un peu plus mitigés. La grosse force de la Sonos Arc Ultra, c'est qu'en fait ils ont revu l'architecture intérieure. Il y a plus de haut-parleurs, on a plus de haut-parleurs qu'on est à 14 contre 11 la dernière fois, mais on a surtout ce woofer qui est dingue, et cette motion sound technology qui fait que le dispositif, c'est un peu comme dans les Era, ils ont mis pour chaque tweeter des haut-parleurs dos à dos. Ouais. Et donc, avec une architecture un peu décalée, donc ça renvoie en fait le son par plus. Il y a beaucoup plus de basses, et en effet, moi je l'ai testé avec et sans le caisson de basse, on peut se passer du caisson de basse. Justement, c'est compatible avec tous les Dolby, toutes les techno Dolby. Parfois, moi je les avais pas toutes. Et c'est-à-dire que je trouvais que je perdais le Dolby Atmos que j'avais à certains endroits. Sur le Dolby, moi je suis un peu plus mitigée que toi, je ne l'ai pas eu tout le temps, alors que j'avais des contenus qui étaient censés être Dolby. Et je perdais un peu la qualité Dolby en cours de route. Tu as raison. Alors déjà, elle n'est pas compatible DTS. C'est un autre système. Alors qu'elle devrait. Elle était annoncée pour. Et moi, le DTS, ça ne marche pas. Et puis dernière chose, on n'a pas évoqué l'appli Sonos, qui était quand même une tannée, etc. Alors ils ont fait énormément de progrès. Tu vois que les mecs bossent et tout. Mais malgré tout, de temps en temps, j'ai des problèmes. En fait, ils ne détectent pas le Dolby Atmos, comme tu dis. Ouais. C'est-à-dire qu'avec un compte Apple Music, tu peux envoyer, par exemple, des chansons, tu vois, mythiques qui sont Dolby Atmos, type Elton John, enfin des choses comme ça, où tu redécouvres le mix d'une chanson, mais des fois ça marche pas. Et je pense qu'ils n'ont pas encore réglé véritablement le problème. Ça faut qu'ils règlent quand même. Mais franchement, ça va être de la mise à jour, donc c'est rien, mais c'est quand même une barre de son. Vont le régler. Voilà, c'est une barre de son qui vaut 1000 balles. Ouais, c'est quand même 1000 balles. Donc quand on achète, on investit 1000 balles dans cette barre de son, sachant que si on a un système Sonos
un peu anciens comme nous, moi j'ai des Sonos One aussi, c'est pas compatible. C'est compatible qu'avec les RA100 ou 300. Donc il faut avoir un système qui est récent. Ah, moi c'est compatible, ça marche, avec Sonos les Sonos One, bien sûr. Moi il a jamais voulu les détecter. Alors moi, il a fallu que je réinitialise. Là, on vous raconte tout notre truc, mais il aurait fallu qu'on fasse un truc exprès. Mais en fait, j'ai été obligé de réinitialiser tout mon système. Il a jamais voulu, moi. Et après, il m'a détecté les deux Sonos One. Et là, je me suis retrouvé avec un environnement Dolby, si tu veux, qui était intéressant. Parce qu'il a jamais voulu, moi. Mais j'ai galéré. OK, donc j'ai mis une Sonos, j'ai mis une RA100. Réinitialise tout et ça marche. Mais c'est quand même problématique aussi, tu vois. Enfin, là, c'est pareil. Normalement, tu achètes une barre à 1000 balles, faut que tout se connecte et que ce soit parfait. Ils avaient dit c'est mieux avec des RA100 ou 300. Donc je dis OK, mais moi j'ai des Sonos One qui sont quand même pas si vieilles que ça. Non. Impossible de les connecter. Tu vois, tu me rassures, il faut réinitialiser. D'ailleurs, si vous avez ce problème-là, réinitialisez tout et après ça marche. Bon, voilà. Mais surtout, c'est du son spatialisé, c'est du son qui est hyper immersif. C'est vrai que quand on l'allume, alors déjà, elle prend une place de dingue, il faut quand même le dire, mais on prend vraiment cette claque sonore quand on passe d'une Sonos. Moi, je suis très contente avec ma BIM, mais là, vraiment, c'est autre chose. Au niveau spatialisation et tout, et puis, moi, j'ai un casque Sonos Ace, donc j'adore le fait qu'on puisse basculer le son du casque. Ça, c'est une invention... une invention vraiment géniale. Quand tu veux pas embêter les voisins ou la personne qui vit avec toi. Ou ton mari, ou ta femme. Quand tu joues et qu'il n'a pas envie d'entendre les sons du jeu. Non, c'est une très bonne barre de son. Voilà, 1 000 €, ça fait qu'on rentre dans une catégorie de barre de son assez élevée. Il y a peut-être parfois... Moi qui ne suis pas une grande fan de basse, peut-être un peu trop de basse. Si vous n'êtes pas amateur méga de basse, moi ils avaient sorti cette barre de son dont le nom m'échappe, qui était une barre de son très très basse et j'avais pas du tout accroché. Après Sonos L'arrêt voilà, c'est ça. Qui était l'entrée de gamme en fait, qui est une toute petite qui était barre une entrée de gamme mais qui avait beaucoup trop de basse pour moi. J'étais pas fan. Je trouve que c'est pas là où ils sont le plus qualitatifs quand ils veulent faire trop de basse comme la concurrence. Bon, enfin voilà. Mais si vous êtes amateur de son, en tout cas, ça donne envie en tout cas. Si vous avez les moyens, Bluetooth. Tous les produits désormais sont Wi-Fi comme d'hab et Bluetooth. Donc tu peux connecter ton téléphone facilement pour écouter la musique. Voilà. Bon. Notre première partie de ce De quoi je me mêle est terminée, les amis. Et comme on est très gentils, et comme Mélinda et Anthony sont très gentils, on va revenir dans un instant pour notre deuxième partie. On va parler smartphone. Est-ce qu'on arrive aussi à un pic du smartphone pliant ? Visiblement, il y a des études qui démontrent qu'on est un peu à un plafond de verre en matière de vente de smartphones pliants, en attendant peut-être un jour Apple. Un plafond. Voilà. Un plafond très bas. Voilà, c'est un plafond de Hobbit. Voilà, et puis on parlera aussi de Huawei et des constructeurs de smartphones chinois. Vous restez avec nous, ce sera la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être là, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.